Pour ceux qui n'ont pas le document source, vous pouvez faire une capture d'écran pour pouvoir refaire l'exercice plus tard. Il y a deux pages, la page 122, c'est celle-là, et puis vous avez la page, celle-là, 123. Donc, voyons l'exercice. Donc, les ondes lumineuses étant modélisées par des ondes électromagnétiques, supposons que le comportement de la lumière puisse être décrit par l'onde scalaire, signal lumineux, S de t est égal à A cosinus oméga t moins k fois x, c'est ce qu'on appelle la vibration lumineuse, ou en notation complexe, S bar est égal à A l'exponentielle j oméga t moins kx, qui est égal à A l'exponentielle j oméga t moins phi de x. Avec oméga, la pulsation de l'onde, et phi, sa phase, et k, la norme du vecteur d'onde. L'éclairement, E au point M, c'est ce qu'on appelle généralement, ce qu'on appelle également l'intensité lumineuse. L'éclairement ou l'intensité lumineuse en un point M est proportionnel à la moyenne temporelle de S au carré ou encore S bar étoile. L'ensemble de l'étude se fait dans l'aire d'indice n est égal à 1. Première question, déterminer l'expression de l'éclairement résultant de la superposition de deux ondes synchrones notées respectivement S1 est égal à A cosinus oméga t moins phi 1 de x et S2 est égal à A cosinus oméga t moins phi 2 de x. En fonction de l'éclairement E1 et l'éclairement E2, éclairement des ondes associées aux vibrations lumineuses S1 et S2 et de phi qui est égal en fait à phi 2 moins phi 1, identifier le terme d'interférence. Très bien. Alors, pour cela, on commence par la première question. Donc, la première question, c'est que pour une vibration lumineuse, S de t, pour une vibration lumineuse S qui dépend de x et de t, qui va s'écrire sous la forme de A cosinus oméga t moins k fois x, eh bien l'intensité lumineuse ou bien l'éclairement associé à cette vibration, l'éclairement en un point M, il est tout simplement proportionnel, un coefficient de proportionnalité k, il est proportionnel à la moyenne du carré de la vibration lumineuse. Alors, en notation réelle, bien sûr, elle est proportionnelle à A au carré cosinus au carré de oméga t moins k fois x. Donc, c'est k fois 1 au carré fois la moyenne de cosinus carré oméga t moins k fois x. Eh bien, la moyenne de cosinus carré, c'est 1 demi. Donc, c'est 1 demi k a au carré. Ça, c'est l'éclairement en un point M associé à la vibration lumineuse S de t. Et à partir de là, on peut donc dire que l'amplitude A, elle est égale à 2 fois l'éclairement sur K en racine carrée. Oui. Alors, ça, c'est en notation réelle. Qu'est-ce qui se passe si on adopte
la notation complexe. On nous a dit que cette vibration lumineuse aux notations réelles lui correspond une notation complexe, à savoir S bar est égal à A, l'exponentielle de J oméga T moins phi de X. Alors, donc dans ce cas-là, l'éclairement en un point M est défini comme étant K sur 2 fois la partie réelle de S bar fois S bar étoile. Or, S bar fois S bar étoile, c'est K sur 2. S bar fois S bar étoile, c'est S bar en module au carré. C'est un réel, donc la partie réelle d'un réel, c'est le réel lui-même. Donc c'est le module de la vibration lumineuse. Donc c'est K sur 2 fois A au carré. Et donc on voit bien que, quelle que soit la notation proposée, eh bien on va aboutir au même résultat. L'éclairement, il est égal à K sur 2 fois A au carré. Si on s'arrange de telle sorte à ce que K sur 2 soit égal à 1, et ça c'est un choix très utilisé en optique ondulatoire, dans ce cas-là, l'éclairement, il va s'identifier au carré de l'amplitude. Au carré de l'amplitude. C'est cette notation, c'est cette technique que l'on va suivre dans tout ce qui va suivre par après. Donc, en adoptant cette dernière convention qui nous dit que l'éclairement il est égal à l'amplitude au carré, eh bien, on va dire que pour la vibration lumineuse S1, pour la vibration lumineuse S1 d'amplitude A1, eh bien, on aura un éclairement EA qui est égal à A1 au carré. Et par suite, A1, on va donc dire que c'est la racine carrée de l'éclairement E1. De même, pour la vibration lumineuse 2, on aura un éclairement E2 qui est égal à l'amplitude A2 au carré. Et par suite, A2, elle est égale à la racine carrée de E1, de l'éclairement E2 plutôt, E2. Donc la vibration lumineuse résultante S, qui va être donc égale à S1 plus S2, il va correspondre à un éclairement que l'on va exprimer. Donc tout d'abord S1 plus S2, bien sûr je travaille aux notations complexes. S est égal à S1 plus S2, cela implique que S bar étoile, c'est SA bar étoile plus S2 bar étoile. Et donc, S bar étoile va donc égal à SA bar plus S2 bar fois SA bar étoile fois plus S2 bar étoile. On doit juste développer ça. C'est S1 fois S1 bar plus S2 bar fois S2 bar étoile plus S2 bar fois S1 bar étoile plus SA fois S2 SA fois S2 bar étoile. On va développer juste ça. Donc, l'éclairement E, qui est en fait égal à S bar fois S bar étoile, il va donc
être égal à S1 bar S1 bar étoile plus S2 bar S2 bar étoile plus S1 étoile S2 bar plus S1 bar S2 bar étoile. Et donc, cette quantité-là, ce n'est autre que l'éclairement E1. Et cette quantité-là, ce n'est autre que l'éclairement E2. Et il nous reste S1 bar fois S2 bar, S1 bar étoile fois S2 bar, plus S1 bar fois S2 bar étoile. Vu les expressions qu'on nous a données, on nous a donné l'expression de S1 bar et de S2 bar. Donc le conjugué, ça va être A1, l'exponentielle de moins J oméga T moins phi A. Et pour l'autre, c'est A2, l'exponentielle moins J oméga T moins phi 2. Donc, on va calculer le produit S1 étoile S2. Alors, en remplaçant par les expressions, on obtient donc A1 fois A2 fois l'exponentielle moins J oméga T plus J phi 1 fois l'exponentielle J oméga T moins J phi 2. Alors, ce terme-là et ce terme-là, ils vont disparaître. Ce qui nous reste, c'est A1 fois A2 fois donc l'exponentielle de J phi 1 moins phi 2. C'est donc A1 fois A2 fois l'exponentielle de J, l'exponentielle de moins J. Alors, je vais l'écrire de façon plus propre. L'exponentielle de moins J phi. Avec phi, c'est phi 2 moins phi 1. Pour l'autre terme, S1 bar fois S2 bar étoile, eh bien c'est pareil, c'est A1 fois A2 fois l'exponentielle J oméga T moins phi A fois l'exponentielle moins J oméga T. Alors, moins J oméga T moins phi 2. De la même façon, les simplifications qui apparaissent, J oméga T moins J oméga T, ça va disparaître. Et ça nous laisse A1, A2 fois l'exponentielle de J phi. Si on fait donc la somme S1 étoile fois S2 bar plus S1 bar fois S2 bar étoile, ça va nous donner A1, A2, l'exponentielle J fois phi plus l'exponentielle moins J fois phi. Alors la quantité qui est entre parenthèses, nous aurons A1 fois A2 fois la quantité qui est entre parenthèses, ce n'est autre que 2 cosinus de phi. Donc finalement, l'intensité lumineuse, ou bien l'éclairement, il est égal donc à l'éclairement E1 plus l'éclairement E2 plus 2 fois A1 fois A2 fois cosinus
phi avec phi est égal à phi 2 moins phi 1. C'est ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. Phi est égal à phi 2 moins phi 1. Or, A1 et A2, on les a déjà exprimés. A1, c'est la racine carrée de l'éclairement 1. A2, c'est la racine carrée de l'éclairement 2 fois cosinus phi. Eh bien, voilà, donc on retrouve la formule de Fresnel. L'éclairement, il est égal à l'éclairement E1 plus l'éclairement E2 plus 2 fois la racine carrée de l'éclairement E1 fois l'éclairement E2 fois cosinus la phase entre les deux. Alors ça, c'est en fait la formule de Fresnel pour les interférences. On nous a demandé de déterminer, d'identifier le terme d'interférence. Eh bien, c'est cette quantité-là qui représente le terme d'interférence. Donc, c'est le terme d'interférence. Dans une deuxième question, on nous demande de tracer l'éclairement en fonction de phi et exprimer puis préciser sur le schéma les éclairements maximum et minimum en fonction de E1 et de E2. Alors, d'après la formule, celle-là qu'on vient d'établir, on va donc pouvoir exprimer l'éclairement maximal comme étant l'éclairement E1 plus l'éclairement E2 plus 2 fois la racine carrée de l'éclairement 1, l'éclairement 2. Alors, cosinus, je l'ai pris égal à 1. Ça, c'est l'éclairement maximal. L'éclairement minimal, c'est donc l'éclairement 1 plus l'éclairement 2 moins 2 fois la racine carrée de l'éclairement 1 fois l'éclairement 2. Alors, si on veut représenter ça, alors pour la représentation, c'est juste la représentation de la fonction, celle-là qu'on a déjà établie, celle-là. Donc il y a un cosinus, la fonction elle est donc périodique de période de pi. Le premier maximum sera atteint pour phi est égal à 0. Le deuxième maximum sera atteint pour phi est égal à 2pi. Alors 0, 2pi, et là c'est 4pi. Bien sûr, le premier minimum sera atteint pour pi et pour 3pi. Là, on voit bien la valeur maximale de l'intensité lumineuse et là, c'est la valeur minimale de l'intensité lumineuse. Donc, un maximum d'intensité, ça représente une frange brillante et là, un minimum d'intensité, ça représente une frange sombre. Dans la question 3, on nous demande d'exprimer le contraste ou la visibilité. Le contraste, c'est ou la visibilité, c'est l'éclairement maximal moins l'éclairement minimal sur l'éclairement maximal plus l'éclairement minimal. Alors, ces expressions, on les a toutes trouvées. La différence entre l'éclairement maximal et l'éclairement minimal, ça nous donne 4 racine carrée de E1, E2 en racine carrée. Et pour la somme, ça nous donne 2 fois E1 plus E2. C'est-à-dire que le contraste C
il est égal à 2 fois l'éclairement E1 fois l'éclairement E2 sur E1 plus E2. Si E1 est égal à E2, bien dans ce cas-là, E1 plus E2, ça va être 2E1, c'est-à-dire le dénominateur c'est 2E1, et le numérateur, ça va devenir 2 également 2E1. Si E1 est égal à E2, eh bien le contraste, il est égal à 1, et c'est ça la valeur maximale du contraste. C'est le maximum du contraste que l'on peut avoir. Dans la suite, nous allons nous placer dans le cas où on a un contraste maximal. La différence de marche, la différence de chemin optique delta entre deux ondes issues de deux sources cohérentes, S1 et S2, est définie comme la quantité delta est égale à S2m moins S1m, où S1m est le chemin optique de S1 à M. Alors, la question est la suivante. Déterminer au point M le déphasage phi entre les ondes en fonction de la différence de marche delta et de la longueur d'onde lambda. Très bien. Alors, tout d'abord, on ne doit pas oublier que delta, ou plutôt la phase phi, c'est en fait la phase phi, c'est en fait la phase phi 2 moins phi 1. Et phi 2, c'est k fois une certaine distance que j'appelle S2m. Et k, c'est le vecteur d'onde ou bien le nombre d'ondes, c'est 2pi sur lambda, fois S2m. Et pour lambda, 2pi sur lambda, il y a une relation entre lambda et lambda 0, c'est que lambda 0 sur lambda, c'est n, c'est-à-dire que lambda, il est égal à lambda 0, lambda, il est égal à lambda 0 sur n. Donc lambda, je vais la remplacer par lambda 0 sur n. Et donc le n, il va remonter en haut, fois S2m, n fois S2m n'est autre que le chemin optique que l'on note de pi sur lambda 0 fois le chemin optique S2m qui est égal à la distance S2m fois n. Et parce que l'air a un indice égal à 1, eh bien lambda ou lambda 0, c'est pareil. Donc je peux éventuellement enlever donc 2pi sur lambda fois S2m. Donc ça, c'est pour phi 2. De même, pour phi A, c'est pareil, c'est 2pi sur lambda fois S1m chemin optique, ou distance, parce que S1m, encore une fois, le chemin optique, c'est l'indice de réfraction du milieu fois la distance S1m. Et parce que l'indice de réfraction est pris égal à 1 pour l'air, donc ça va devenir S1m sans le n, sans l'indice n. Donc finalement, la phase phi, elle est égale à phi 2 moins phi 1. Il est donc égal à 2pi sur lambda S2m moins S1m. Et ça n'est autre que la différence de marche. Donc phi, c'est 2pi sur lambda fois la différence de marche au point M. Dans la suite,
On considère que les sources SA et S2 sont repérées dans l'espace par leurs coordonnées, les coordonnées de SA et les coordonnées de S2 et le point M sur l'écran qui a pour coordonnées X, Y et 0. L'écran étant situé à la distance D des sources, voire figure, D elle est très grande devant X, très grande devant Y et très grande devant A. La première question, établir l'expression du chemin optique SAM en fonction de X, Y, A et D. Alors, pour répondre à cette question-là, nous allons considérer les coordonnées des points. Nous allons considérer les coordonnées des points. Nous avons le point SA, M, le point SA qui a pour coordonnées A sur 2, 0, moins D. Pour S2, nous avons les coordonnées moins A sur 2, 0 et moins D. Pour le point M, on a les coordonnées X, Y et Z égale à 0. Et donc, le vecteur SAM est là pour coordonnées X moins A sur 2, suivant X, Y moins 0 et 0 moins D, c'est-à-dire moins D, c'est-à-dire D. Donc, le vecteur SAM, il est égal à ça. Donc, SAM en norme, SAM au carré, c'est donc D au carré plus X moins A sur 2 au carré plus Y au carré. Si on factorise par 2 au carré, ça nous laisse A plus X moins A sur 2 au carré plus Y au carré sur D au carré. Voilà, donc ça c'est SAM. Et donc SAM au carré, si j'enlève donc ce carré-là, je dois enlever celui-là et mettre une puissance 1/2 ici. Voilà, donc ça c'est l'expression de SAM recherchée. Alors, établir l'expression du chemin optique SAM en fonction de X, A, mais eh bien SAM c'est ça, que ça soit en chemin optique ou en distance parce que N il est égal à A. Pour la question 5.2, on va exploiter les approximations qu'on nous a demandé d'utiliser. Donc SAM, au premier ordre, je vais l'écrire comme étant D facteur de A plus X moins A sur 2 au carré plus Y au carré sur 2D au carré. J'ai enlevé donc la puissance et j'ai mis 1/2. De même, pour S2M, il va être égal à D, facteur de A, plus, alors presque la même quantité, parce que pour S2M, eh bien, sa composante suivant l'axe des X, ça va être X moins A sur 2, c'est-à-dire X plus A sur 2. C'est ça la seule différence entre les deux expressions.
x plus a sur 2 au carré, plus y au carré sur 2d au carré. Et je ferme donc les parenthèses. Donc la différence de marche au point M, S2M moins S1M, c'est donc D, facteur de 1 moins 1, ça saute. Et ça nous laisse 1 sur 2D au carré, facteur de X. Alors les Y au carré ils vont disparaître. X plus A sur 2 au carré moins X moins A sur 2 au carré. Je ferme les crochets. Et après simplification, voilà ce qui nous reste. C'est 1 sur 2D. Ce qui est entre parenthèses. Donc x au carré avec x au carré, ça va sauter. Ce terme et ce terme va disparaître. A sur 2 avec A sur 2, ça va sauter. Le double produit, ça va devenir x fois A. Le double produit, c'est 2 fois. Hein? X fois A fois 2. Voilà, c'est ça. Et après simplification, l'expression de delta que l'on doit connaître et retenir par cœur et savoir retrouver s'il le faut, comme c'est le cas dans cette question-là, c'est que delta est égal à A fois X sur D. Pour la question 5.3, préciser l'allure des franges observées sur l'écran. Alors, on va dire que sur une même frange, l'intensité lumineuse, c'est une constante. Ou bien l'éclairement, c'est la même chose. Et parce que l'intensité lumineuse, on a dit que l'intensité lumineuse, d'après la formule, l'intensité lumineuse, c'était E1 plus E2 plus 2 fois. Alors, on nous a dit que nous allons nous placer dans le cas où on a un contraste maximal, c'est-à-dire que E1 est égal à E2. Donc, ça va devenir 2E1, facteur de 1, plus cosinus 2pi sur lambda fois delta en m, qui est donc égal à 2pi, 2E1, facteur de 1, plus cosinus 2pi sur lambda. Delta, c'est AX sur D. Et donc, cette quantité est égale à constante. Ça veut dire que cosinus de pi sur lambda fois A fois X sur D est égal à une constante. Ça veut dire que AX sur D est égal à une constante. Ça veut dire que X, c'est une constante. Donc, les franges sont des segments de droite parallèles à l'axe des Y. Alors, si on reprend la figure, eh bien, on va obtenir des franges de ce type-là. Des franges rectilignes en haut et en bas de façon symétrique et parallèle à l'axe des Y.
Dans la question 5.4, on nous demande de définir et établir l'expression de l'interfrange notée I sur du système d'interférence. 5.4. Alors l'interfrange I, le plus simple, c'est que l'interfrange I est la période spatiale de l'éclairement E, où l'éclairement E, ce n'est autre que l'intensité lumineuse I, c'est la même chose. Donc l'éclairement E, on a trouvé qu'il est égal à 2 fois l'éclairement E1, facteur de 1 plus cosinus de pi sur lambda A fois X sur D. Eh bien, on peut dire qu'il est égal à 2 EA, facteur de 1 plus cosinus de pi sur la période spatiale qui est l'interfrange fois X. Et donc, en égalisant ces deux quantités-là, cette quantité est égale à celle-là, eh bien cela va nous permettre de trouver l'expression de l'interfrange I de façon très rapide. De pi fois A fois X sur lambda D est égal à 2pi fois X sur l'interfrange I. J'enlève les 2pi fois X. Et donc, ça nous donne directement l'interfrange I comme étant lambda D sur A. Également, cette même interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges de même nature, deux franges consécutives de même nature. Alors, si la source, dans l'hypothèse où les sources ponctuelles sont remplacées par deux fentes très fines, F1 et F2 parallèles à l'axe OY, quelle sera la conséquence sur cette modification, sur la figure observée sur l'écran? Eh bien, pour répondre à cette question-là, on va dire tout simplement que lorsqu'on remplace les trous par des fentes fines, en remplaçant les trous par des fentes fines, on obtient la même figure d'interférence, la même figure d'interférence, mais plus lumineuse. Un système d'étoiles double se comporte comme deux sources lumineuses incohérentes d'éclairement EA. E de l'étoile E1 est égal à E de l'étoile E2 est égal à E0. Le dispositif précédent pointe vers le centre du système d'étoiles double, de sorte que θ2 est égal à moins θ1 est égal à θ, voire figure. L'observation se fait désormais dans le plan focal d'une lentille convergente de distance focale f'. Établir l'expression de l'éclairement E1 sur l'écran dû à l'étoile E1 seule, puis l'éclairement E total, celui dû à l'étoile double. Donc, dans un premier temps, on va considérer que l'on n'a que l'étoile E1 seule. On n'a que l'étoile E1 seule. Il va éclairer ce dispositif interférentiel qui comporte deux fentes. Donc, voilà. Les deux fentes vont être éclairées par l'étoile E1
de la lumière qui arrive comme ça. Alors, bon, on va le faire à la main. Alors, un premier rayon qui arrive comme ça, un autre rayon qui arrive sur l'autre fente. On va considérer les interférences dans une direction donnée. On considère cette direction-là. Je considère deux rayons parallèles. Ces deux rayons, pour trouver le point de convergence de ces deux rayons-là, on doit considérer un rayon, un axe optique secondaire parallèle aux deux qui arrivent. Et donc, ça nous donne, voilà le point de convergence de ces deux rayons-là. Le point de convergence de ces deux rayons-là. Donc, nous allons nous concentrer dans un premier temps, sur ces deux rayons-là, voir ce qui se passe. Voilà. Donc, on va exprimer dans un premier temps carrément l'intensité lumineuse due à l'étoile EA. Eh bien, l'étoile EA, il va nous donner une intensité lumineuse que l'on va noter EA est égale à 2 E0 facteur de A plus cosinus de pi sur lambda fois delta au point M. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à delta. Eh bien, pour delta, il y a un delta, il y a une différence de marche qui va donc concerner les rayons après la traversée du dispositif interférentiel. Il y a delta après traversée du dispositif interférentiel et delta avant traversée du dispositif interférentiel. On va expliciter chaque terme. Delta après traversée du dispositif interférentiel, si j'appelle celle-là la source, ou bien la fente F1 ou la source S1, et celle-là la source S2, eh bien, le chemin optique S2M, voilà le point M, moins le chemin optique S1M, la différence de marche entre ces deux chemins optiques, c'est justement cette quantité-là. La différence de marche, c'est ça. Parce que de ce point-là jusqu'à ce point-là, jusqu'au point M, c'est exactement la même chose que de ce point-là jusqu'à ce point-là, jusqu'au point M. Le chemin optique, ou bien les chemins optiques entre deux surfaces d'onde, ce que j'ai représenté en pointillé, c'est une surface d'onde, c'est là. Les chemins optiques entre une surface d'onde et un point de convergence, hein, les chemins optiques sont les mêmes entre une surface d'onde et un point de convergence. Donc, ce chemin optique-là, S2M moins S1M, c'est la seule différence, c'est ça. Donc, c'est ça la différence de marche delta après. À quoi est égal ce delta après? Eh bien, c'est tout simplement A sinus un angle alpha qui est là. Et ce même angle alpha, je vais le retrouver ici. Vu la petitesse de l'angle alpha, on peut dire que A sinus alpha est à peu près égal à A tangente alpha. Or, A tangente alpha, c'est cette distance x sur la distance focale f'. Donc, c'est AX sur f'. Voilà la différence de marche après. Alors maintenant, la différence de marche avant. La différence de marche avant, eh bien, on peut raisonner de la même façon, puisque l'étoile E1, il est situé à l'infini, il est très loin par rapport à S1 et S2, et par suite, je peux considérer que ces deux rayons-là,
hein. Ce n'est pas vraiment visible sur la figure, mais si je considère que E1 il est situé à l'infini, eh bien ces deux rayons-là, je peux très bien considérer qu'ils sont parallèles et faire le même raisonnement que ce qu'on a fait avant. Et donc la différence de marche va être justement cette partie-là. À quoi est égale donc cette partie? Si je considère que cet angle c'est θ, eh bien cette partie-là, c'est A sinus θ. C'est A sinus θ. C'est donc A fois θ vu la petitesse de θ. Et donc finalement, la différence de marche totale au point M, c'est la différence de marche avant et après. AX sur F' plus A θ. Voilà la différence de marche pour le premier éclairement. Donc, pour le premier éclairement dû à l'étoile E1 seul, eh bien, ça va être de E0 facteur de 1 plus cosinus de pi sur lambda fois delta. Et delta, c'est AX sur F' plus A fois θ. Voilà donc l'expression de E1. Eh bien, l'expression de l'éclairement E2, due à l'étoile E2 seule, bien c'est la même expression, E2, elle est égale à 2 fois E0, facteur de 1, plus cosinus, alors 2pi sur lambda, fois A fois X, sur F'. Alors cette fois-ci, je considère donc deux rayons qui proviennent de l'étoile E2. J'utilise une autre couleur juste pour la lisibilité de la figure. Et après traverser, je vais considérer la même direction, hein, et le même point de convergence. C'est-à-dire qu'en M, il y a deux systèmes d'interférence qui vont se superposer en M. Voilà. Et donc, delta après la traversée, c'est la même expression, mais avant la traversée, ça va changer. Ça va devenir moins A fois θ. Alors, faites maintenant la somme de ces deux intensités. L'intensité totale, c'est donc 2 fois E0, facteur de 1 plus 1, c'est 2, plus cosinus de pi sur lambda AX sur F', plus A θ, plus cosinus de pi sur lambda, facteur de AX sur F', moins A fois θ. Donc là, vous avez cosinus de A plus B, et là, vous avez cosinus de A moins B. Cosinus de A plus B, c'est cos, cos moins sin, sin. Le cosinus de A moins B, c'est cos, cos plus sin, sin. Si vous faites la somme, les sinus vont disparaître, et donc on aura 2 cosinus de pi sur lambda fois A fois θ fois cosinus de 2pi sur lambda fois A fois X sur F', plus le 2 qu'on avait ici, et donc tout ça fois
de E0, c'est ça, l'éclairement total. Si vous faites sortir le 2, ça va devenir 4E0, 4E0, facteur de 1 plus une quantité, celle-là, c'est ce qu'on va appeler gamma, cosinus, 2pi sur lambda fois A fois X sur F'. Alors, je trouve un 4E0 à la place de 2E0. Bien, je peux faire un changement de variable, je l'appelle 2E0'. Bon, ça, c'est juste un détail qui n'a aucune importance sur le raisonnement. Donc, l'expression finale, c'est E total. Il est égal à ça. Bon. Que j'encadre, c'est justement la formule recherchée avec gamma. Gamma est égal à quoi? Est égal à cosinus de pi sur lambda fois A fois θ. On verra quelle est la signification de ce gamma, préciser le sens, l'expression et le sens de gamma. Alors l'expression c'est celle-là, mais le sens, on va donc exprimer l'énergie ou bien l'éclairement total maximal. L'éclairement total maximal, c'est 4 E0, facteur de 1, plus gamma en valeur absolue. Je prends l'autre cosinus est égal à 1. Et l'éclairement total minimal, c'est 4 E0, facteur de 1, moins l'éclairement, moins gamma en valeur absolue, je prends l'autre cosinus est égal à moins 1. Donc ça, c'est la valeur maximale et celle-là, c'est la valeur minimale. Alors, si on fait la somme et la différence, si on calcule donc le contraste C, eh bien le contraste C, c'est l'amplitude, c'est l'éclairement maximal moins l'éclairement minimal sur l'éclairement maximal plus l'éclairement minimal. Alors, c'est 4 E0 facteur de l'éclairement maximal, c'est ça, moins l'éclairement minimal, donc 1 moins 1, ça saute, et donc ça nous donne 2 fois gamma en valeur absolue sur la somme. Eh bien, lorsque vous faites la somme, ça va devenir 4 E0 fois 2. Et donc, finalement, vous voyez que le contraste n'est autre que, donc ce gamma en valeur absolue, c'est le contraste. Gamma en valeur absolue, c'est en fait le contraste, c'est ça la signification de ce gamma. Pour la question 7.2, la dernière, pour quelle valeur de la distance A entre les fentes y a-t-il brouillage? Donc, brouillage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contraste qui est égal à gamma en valeur absolue, qui est égal à cosinus de pi sur lambda fois A fois θ, en valeur absolue, est égal à 0. Et donc, cela veut dire que 2pi sur lambda fois A fois θ, la première annulation de cosinus, c'est lorsque son argument va devenir égal à pi demi. Donc, en simplifiant par pi de part et d'autre, ça nous donne, pour quelle valeur de la distance A? Eh bien, je cherche une condition sur A. A, il est donc égal à lambda
sur 4 θ. Toujours dans la même question, en déduire la distance angulaire. On veut donc en déduire la distance angulaire de θ qui sépare les étoiles, sachant que A est égal. On nous a donné la valeur de A et on nous a donné la valeur de lambda. Bon, c'est une simple application. Donc, à partir de la relation qu'on vient d'établir, on va dire que 2θ, il est égal à lambda sur 2A. Alors, les valeurs de lambda sont donc 550 fois 10 puissance moins 9 sur 2A, 2 fois 116,5 fois 10 moins 2. Tout calcul fait, ça vous donne une distance angulaire delta θ, ou bien 2θ, est égale à 2,36 fois 10 moins 7, en radians bien sûr, que j'encadre. Et c'est tout pour cet exercice.